Bonjour à toutes, bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour un nouveau rendez-vous de Mélodie de ma vie. Alors aujourd'hui, dans Mélodie de ma vie, un vrai plaisir, c'est un vrai cadeau. On a la joie d'accueillir Monsieur Hugues Aufray. Hugues, bonjour. Salut, bonjour. Comment ça va? Très bien. Alors Hugues, on est d'autant plus content de vous recevoir, c'est qu'en plus vous avez vraiment, dans un emploi du temps, somme toute assez chargé. Vous êtes en tournée avec Visiteurs d'un soir et votre spectacle, où vous racontez comme ça votre vie sur scène en 2 heures, 2 heures et demie, tout ça bien sûr avec toutes les chansons qui ont fait le bonheur de votre public. Pas toutes, quelques-unes. Une grande partie de vos chansons qui... Sinon ça durerait 12 heures. Oui, ce serait une journée entière. Une journée. Et toutes ces chansons qui sont dans le cœur du public. Je sais que vous êtes en train d'écrire un livre en ce moment. Vous vous apprêtez à partir en tournée avec la tournée H-Tendre et Tête de Bois. Et dans cet emploi du temps, dans cet agenda bien pris, vous nous faites l'amitié de passer par la SACEM. C'est un grand plaisir. Et de venir ici sur Mélodie nous dire les chansons qui vous Je m'adresse à la caméra. Sachez que dans la vie courante, on se tutoie. Mais aujourd'hui, on va se vouvoyer. On va se voyer. Ça fait... Soyons chics. Soyons chics. Comment allez-vous? Je vais très bien, et vous-même? Ça va pas mal. Alors Hugues, le principe de cette émission, vous le connaissez. Vous nous avez donné 5-6 noms de chansons, 5-6 noms d'artistes qui vous ont donné envie d'être ce que vous êtes devenu. Des chansons qui ont compté dans votre vie, qui même une fois que vous étiez déjà un artiste reconnu, des gens qui comptent pour vous et qui continuent à compter pour vous. Alors, moi j'ai envie de commencer par le tout début. Ça ressemblait à quoi l'enfance d'Hugues Aufray? Alors l'enfance, c'est une enfance un peu particulière parce que je ne vais pas aller à l'école avant l'âge de 12 ans. Je vais donc voir mes frères partir en pension alors que nous sommes à peine séparés. Mon frère aîné a 3 ans de plus que moi, mon frère aîné 1 an de plus que moi, mon frère second, Jean-Paul, le mathématicien, 3 ans de plus, et le second, Francesco, 1 an de plus que moi. Et moi, je les vois partir en pension, et moi, je reste à la maison sans pouvoir aller à l'école, parce que j'ai cette particularité qui est assez rare, mais enfin, qui n'est pas une anomalie, mais qui est une spécificité. Je suis hyper gaucher. C'est-à-dire que j'écris non seulement de la main gauche, mais j'écris de droite à gauche. C'est-à-dire que j'ai le lobe droit qui est dominant, et qui ça représente, paraît-il, environ 10% de la population en général. Et ça fait que impossible d'apprendre la lecture, l'orthographe, le calcul et évidemment les notes de musique. Donc vous avez un prof qui vient à la maison? Non, rien du tout. Vous apprenez tout seul? Je vais rester à la maison avec ma maman et à écouter de la musique parce que, étant donné que je suis né en même temps, à peu près presque en même temps que le cinéma parlant, n'est-ce pas, en 1929. Vous ne les faites pas. Merci beaucoup. Il y a la TSF à ce moment-là, et on a un poste de TSF et j'écoute. Et il y a un type qui s'appelle Maurice Ravel, je crois, qui vient de composer quelque chose. Un petit boléro, voilà. Comme ça. Et je suis fasciné par cette musique. Donc, dans ma petite enfance, j'écoute le boléro de Ravel et tout ce qui va avec cette musique-là. Vos parents étaient divorcés? Mes parents vont divorcer, mais au moment dont je vous parle, 5-6 ans, ils ne sont pas encore divorcés. Et mon premier cadeau, je pense que c'est peut-être un cadeau de Noël, c'est un phonographe, qu'on remonte comme ça avec un 78 tours. Et mon premier 78 tours, c'est magique, c'est maman qui me l'offre. C'est un disque d'un groupe allemand qui chante, ils sont à 6, ils sont 5 ou 6, je ne sais plus exactement. Il y a un pianiste et 5 voix. Les harmonistes? Les comédiens harmonistes. Le plus grand groupe qui a jamais existé. Et qui a ouvert la porte à plein de gens ensuite. À plein de gens. Ils n'ont jamais été égalés, mais ils ont été admirés beaucoup. Et moi, sur ce disque, il n'y a que 2 chansons. Oui. D'un côté, les gars de la marine, et de l'autre côté... La marine déjà à l'époque. Déjà. Déjà à l'époque. Et de l'autre côté, la brise vagabonde. Et je dirais que je suis exactement l'enfant... De la marine et de la brise vagabonde. Exactement. Alors, je sais aussi que dans ces années-là, dans ces années de petite enfance, il y a un autre disque qui attire beaucoup votre attention et votre oreille, c'est le Golden Gate Quartet. Voilà, c'est le second disque que maman m'a offert. Alors, j'allais en venir. Il y a eu ce premier disque des comédiens, et qui est tout de suite, et un deuxième en même temps d'ailleurs, mais j'écoutais les deux, et le deuxième, c'était le Golden Gate Quartet, c'est-à-dire encore des choristes, encore un groupe vocal. Encore des voix. Des voix. Des noirs,
qui chante en anglais et il chante du gospel. Quand mon père m'a dit que pour les Beaux-Arts, il n'était pas d'accord pour que je puisse entrer à l'école des Beaux-Arts, il pensait que ça c'était du temps perdu. Mon père était un brave homme, je ne lui en veux pas du tout, et comme j'étais très comment dirais-je, respectueux, j'ai dit à partir de maintenant, papa, je vais me débrouiller tout seul. Vous n'avez plus besoin de me donner d'argent, je vais me débrouiller tout seul. Et comme je jouais un peu de guitare, parce que depuis... C'est lui quand même qui m'a offert la première guitare, à Madrid, en 1946, quand je suis arrivé. Donc il avait senti ça chez vous quand même. Oui. Donc j'ai commencé à jouer de la guitare, etc. Et à ce moment-là, j'avais un répertoire de folklore qui plaisait aux gens. Et donc j'ai chanté tout de suite, en étant payé. J'ai dit, mais... Moi qui n'ai pas de métier, parce que je venais de passer mon bachot, et quand on a passé le bachot, on n'a pas de métier. On n'a rien. Donc j'ai fait ça, et sans me poser de questions, ça a duré. Hugues, on est au milieu des années 50, vous êtes rentré à Paris, vous avez quitté Madrid. Vous êtes beaucoup, on vous voit beaucoup du côté de la rue Monsieur le Prince. Oui. Vous amenez tout ce que vous avez appris là-bas. Donc votre papa vous a offert cette guitare, vous chantez pour gagner votre vie le folklore sud-américain, et ce folklore sud-américain, vous l'amenez en France, en fait. Alors, le plaisir de... Est-ce que j'ai du plaisir à chanter? Oui, j'ai toujours eu du plaisir. Je le faisais autrefois pour m'amuser. Et d'un seul coup, il y a un type qui me dit, écoute, si tu viens dans mon bistrot, tu viens vers 8 heures, ben voilà, je te donnerai, je ne sais plus, l'équivalent, ça devait être peut-être 20 euros par jour, un truc comme ça. De quoi manger? L'équivalent. De quoi manger. Donc, le plaisir, c'est que d'un seul coup, à l'âge de 20 ans, quoi, juste après le service militaire, j'avais même commencé avant, mais enfin, peu importe. Je rentre à la maison avec un petit billet plié dans ma main. Et bon, je venais de me marier, je me suis marié très jeune. Et je disais à ma jeune épouse, voilà. J'ai gagné ma vie. Et j'ai gagné ma vie. Le plaisir, il était à ce moment-là. Mais le plaisir de chanter, je l'avais déjà avant, sans être payé. Tu vois, je comprends. C'est un plaisir que la juste rémunération vient renforcer. Voilà. Mais j'avais quand même le souci de... C'était pas un tour de chant que je faisais. Je faisais une sorte d'animation. J'étais pas sous un projecteur sur une scène, et voici Hugo Frey qui va vous... Non, pas du tout. J'étais assis, je faisais du guitar bar. Interactif. Voilà, j'étais comme le pianiste de bar qui joue en discutant avec les gens qui parlent. Les gens parlaient pendant que je chantais, ça ne me dérangeait pas du tout. Pas du tout. Et très rapidement, j'ai créé ce qu'on appelle une ambiance qui a attiré des étudiants d'origine sud-américaine qui venaient avec leur guitare, avec leur charango, avec leur quena. On a commencé à faire de la musique sud-américaine. Et de la rue Monsieur le Prince est né ce foyer qui va se développer. Il faut dire que c'était aussi, il y avait un mouvement, les premiers, le nom, comment il s'appelle? Les Macho Combos. Ah non, mais c'est bien avant. Bien après. Bien après. Oui, Macho Combos, c'était des copains à moi. Ceux qui sont arrivés du Paraguay, Los Paraguayos, qui sont les premiers qui sont venus avec une troupe de ballet sud-américain et qui étaient au Théâtre des Champs-Élysées. Il y avait déjà un petit foyer. Un foyer qui se développait. Et j'ai été le premier, vraiment, dans cette rue Monsieur le Prince, à créer ce courant qui va gagner, qui va se développer dans le cabaret L'Escale. Hugues, vous avez le talent de savoir découvrir le talent des autres. Racontez-moi votre rencontre, on est au début des années 60, avec un certain... 61. Avec Zimmerman. Robert Zimmerman. Oui, il venait de changer son nom, puisqu'il venait de débarquer à New York. Même ses parents ne savaient pas qu'il allait s'appeler Bob Dylan. Moi, j'étais à New York ce jour-là parce que Maurice Chevalier m'avait emmené pour une soirée, pour un gala de bienfaisance. Bienfaisance avec lui. Et qui s'appelait le bal des petits lits blancs, je crois, un truc comme ça, pour l'hôpital français de New York. Et j'avais gagné le casting où il y avait Sacha Distel, enfin il y avait tous les artistes de l'époque. Pourquoi Maurice Chevalier m'a choisi? C'est comme ça. Il dit, mon petit gars, avec la voix que tu as. Voilà, ça n'avait plus parce que je ne savais pas chanter, quoi, en fait, par rapport aux autres. Mais si. Mais il y avait quelque chose qui passait, qui l'avait touché. Il m'emmène là-bas et je suis payé, 8 jours, hôtel nourri logé. Et pour une seule soirée, moi j'en profite pour
je découvre New York, la ville debout de Louis-Ferdinand Céline. Ah, la ville debout. Et du côté de Greenwich Village? Et d'un seul coup, je découvre Greenwich Village avec des gens qui jouent de la musique partout. Et puis quelle musique! Une musique que je ne connaissais pas, que je connaissais un peu, mais je ne la connaissais pas bien. Et à un moment donné, je suis devant une vitre, un petit peu comme à Amsterdam où on voit des dames, un peu ça. J'aperçois un type qui chante avec un truc autour du cou, comme ça. J'entends un peu sa voix, je dis, mais c'est quoi ça? J'ai jamais entendu une chose pareille. C'était Bob Dylan. Totalement inconnu à l'époque. Totalement inconnu, oui. Il venait de débarquer, je crois qu'il n'était même pas payé. C'était le cabaret s'appelait le Gerdy's Folk City. Et je vois ce gars, je suis très impressionné. Les jours passent, je rentre à Paris. Et là, je décide, j'avais découvert New York, je dis à ma femme, je vais vivre aux États-Unis. On va partir aux États-Unis parce que c'est le pays de la musique. Ce que j'ai entendu, parce qu'en fait, vous avez compris une chose, c'est que moi, je ne voulais pas être chanteur. Je n'avais pas de projet. Pas de plan de carrière, en tout cas. Parce que je ne me reconnaissais pas dans ce qu'on appelle les variétés. Mais que je ne méprise pas du tout. Non, mais c'était pas votre truc. C'était pas mon truc, naturellement. Alors que j'étais très sensible aux chansons du folklore mexicain, du folklore vénézuélien, espagnol, etc. Et tout d'un coup, je découvre une musique de folklore. Et je dis, c'est ça que je veux faire, donc je vais revenir. Et je fais tout pour revenir. J'avais donc contacté un agent. Vous trouvez du boulot là-bas, pour chanter là-bas? Oui, oui, oui. Et finalement, je trouve un cabaret qui s'appelle le Blue Angel, qui était tenu par un Français, qui s'appelait Jacobi. Oui. Et j'auditionne. Et il me dit, mon petit, je ne vais pas te payer le voyage, mais si tu reviens à New York, préviens-moi, un mois après, je te prendrai dans mon programme. Vous auditionnez alors que vous étiez déjà une vedette en France, vous étiez déjà connu en France? C'était 61, oui, 62. J'avais déjà Santiano. Hein. Quand même, faut quand même une certaine humilité pour prendre sa guitare et aller auditionner. Alors, c'est ce que j'ai fait. Je suis revenu et j'ai été engagé par Jacobi, donc au Blue Angel. Et là, dans le spectacle, il y avait le trio de 3 jeunes qui étaient en train de monter, d'exploser, un tremplin. Peter, Paul et Mary. Peter, Paul et Mary. Et par Peter, Paul et Mary, je rencontre, il m'amène à Greenwich Village et il me présente le phénomène que j'avais aperçu derrière la vitrine, Bob Dylan. Et c'est tout de suite entre vous? Là, j'ai dit, c'est une star, ça va être... Et quand je reviens, alors, je reste quand même 6 mois à New York. Qu'est-ce qui vous touche chez lui à ce moment-là? Qu'est-ce que vous sentez que les autres n'ont pas vu à ce moment-là? Surtout ni Philippe Aki ni Delanoë. Quand je suis revenu, qu'ils auraient Sacré flair, quand même. Quand j'avais parlé parce qu'en 63, un an après, donc 62, je le connais, et en 63, il débarque chez moi. Et j'ai son disque. Je présente le disque à Philippe Aki, qui me dit jamais, ça passerait à Salut les copains, ça. D'accord. Delanoë me dit, mais il n'a pas de voix, il ne sait pas chanter, et on ne comprend pas ce qu'il dit, tout ce que Delanoë ne pouvait pas apprécier. Et moi, ce qui me touchait, c'était tout. Le son de la voix, la façon de jouer de la guitare, les mots... les mots, vous compreniez tout parce Pas un mot. C'était la sonorité, c'était ce qu'il dégageait en chantant. Comme je le dis sur scène, vous savez pourquoi j'ai traduit Bob Dylan? C'était pour comprendre ce qu'il disait dans ses chansons. Parce que moi, je partais du principe que je ne comprenais pas. Je ne comprenais pas ce qu'il disait. Donc il fallait que je traduise. Comme je n'étais pas très, très bon pour ça, j'avais un cousin qui est américain, Mason Offenberg, qui m'a traduit. Il avait du mal lui-même à comprendre ce qu'il disait. Parce que c'est bourré d'images, parce que c'est d'une poésie débridée. Des fois, on ne comprend pas les mots. Et donc, quand j'ai vu la profondeur de la pensée, les thèmes qu'il développait, j'ai dit, mais ça, c'est génial. Donc, tout me plaisait chez lui. Quand on a l'occasion de rencontrer un génie, quand on a l'occasion de rencontrer quelqu'un qui a un petit plus, on sent vite, j'imagine que ce monsieur, il est fait un peu différemment. Comme moi, je suis gentil, modeste, etc., mais il ne faut pas exagérer. À un moment donné, je dis, lui, c'est un génie dans ses chansons, sa façon de chanter et de composer. Moi, je ne suis rien par rapport à lui. Par contre, moi, je fais de la peinture. Lui, il n'en fait pas. Et toc. Or, quand il vient chez moi, je remarque qu'il regarde tous les tableaux qu'il y avait chez moi. Bon. Et puis un beau jour, par hasard, je tombe sur un bouquin, je vois les tableaux, drawing, les dessins de Dylan.
mince alors, il fait la peinture. Et c'est à tomber par terre. C'est pas mal du tout. Donc même là, Ah, mince. Ah, bon, alors bon. Mais heureusement, moi, je fais de la sculpture, mais lui, il n'en fait pas. vous savez quoi, c'est très ennuyeux les génies finalement. Les années, quelques temps passent, quelques mois passent. Et un beau jour, je reçois un bouquin d'Angleterre, un copain qui m'envoie, il me dit, tu sais qu'il y a une exposition de sculpture. Sculpture de Dylan. De Dylan. J'achète le bouquin, je dis, putain, en plus, ça, c'est vachement bien. C'est très différent de moi. Hugues, toutes les bonnes choses ont une fin. On pourrait vous écouter parler pendant des heures et des heures et des heures. C'est la fin de votre mélodie de ma vie. Hélas. À bientôt, Hugues. Merci mille fois. Merci à vous.